Chers étudiants, je suis très ravie de vous accueillir dans une nouvelle séance de la formation Apprenez à programmer en Java. Donc, c'est notre sixième séance. On a parlé durant les séances de cette formation-là de l'approche orientée objet. On a vu ensemble qu'est-ce que c'est le paradigme de programmation orientée objet. On a vu la différence entre l'orienté objet et le paradigme procédural. On a vu les différents principes de base de ce paradigme-là. On a vu la notion de classe, d'objet, le constructeur, les classes imbriquées et tout ce qui concerne le paradigme orienté objet. Également, on a consacré 2 séances pour parler de la syntaxe Java parce que, après tout, Java, c'est un langage de programmation et il a son propre syntaxe de développement. On a vu ensemble comment on crée une classe, comment on choisit les modificateurs de visibilité, comment on élabore les attributs, les constructeurs, les méthodes de comportement. On a vu comment en Java on peut déclarer les tableaux et les chaînes de caractères, comment on peut les manipuler également. On a vu aussi donc tout ce qui concerne les boucles, les conditions et les structures itératives, les opérateurs, les types d'opérateurs, les expressions et tout ça. Et puis on a commencé à parler des principes de base de la programmation orientée objet. On a vu déjà l'héritage, quand est-ce qu'on devra utiliser de l'héritage. On a dévoilé ensemble la sémantique et la syntaxe de l'héritage en Java et on a développé un exemple pratique. On a enchaîné tous ces cours-là avec un atelier qui englobe pratiquement tout ce qu'on a vu en termes de syntaxe et en termes de notions de l'orienté objet. Donc, avant de commencer la séance d'aujourd'hui qui parle des classes abstraites et des interfaces, je vais continuer avec l'exemple de l'atelier de l'autre fois. Donc, je vous rappelle qu'on a travaillé sur cet exemple-là. Donc, on a travaillé sur le cas des véhicules. Donc, on a eu dans notre application une classe véhicule. C'est une classe parente. Cette classe parente-là, elle a comme attribut une marque de type chaîne de caractères, une date d'achat de type entier, un prix d'achat de type double et un prix courant de type double aussi. Bien sûr, cette classe-là, elle a comme méthode le constructeur qui va nous permettre d'instancier la classe. La méthode calculer prix et à ce niveau-là, calculer prix, elle n'a pas de corps parce que on est dans la classe véhicule et on ne peut pas donc préciser une formule qui permet de calculer le prix avec les paramètres qu'on a qui sont la marque, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant. Et bien sûr, on a une fonction affiche qui permet d'afficher les caractéristiques de la classe véhicule. On est demandé de développer également 2 classes, la classe voiture et la classe avion. Donc la classe voiture, déjà, elle est caractérisée par les cylindres ou bien le nombre de cylindres qui est double, le nombre de portes qui est un entier, la puissance qui est un double et le kilométrage qui est un double. Bien sûr, cette classe, elle hérite déjà de la classe véhicule. Donc, elle a entre autres la marque, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant et elle peut utiliser le constructeur de la classe véhicule. Elle peut redéfinir aussi la fonction calculer prix et afficher caractéristiques. Donc, on a développé déjà cette classe-là. On a développé le constructeur de la classe voiture et on a vu comment on devra utiliser les constructeurs parents pour qu'on puisse créer l'objet dans sa totalité. On a redéfini la fonction calculer prix parce que pour la voiture et avec les informations supplémentaires qu'on a ajoutées et spécialement
le kilométrage. Donc, on peut calculer le prix courant d'une voiture et mettre à jour par conséquent l'attribut prix courant. Et on a redéfini la fonction affiche qui nous a affiché toutes les informations qui concernent la véhicule voiture. Et on a vu comment on peut afficher à deux niveaux les informations qui concernent la voiture. On a appelé la fonction héritée affiche pour afficher toutes les informations qui concernent la classe véhicule, pardon. Et puis, donc, on a élaboré les différentes instructions qui permettent d'afficher les informations qui concernent la voiture. Également, on a notre classe main, donc la classe gestion. Donc, cette classe-là, la classe gestion voiture, elle a pour mission donc d'englober notre programme principal, le main, qui va servir donc à simuler le comportement de la classe voiture et véhicule et créer des objets et appeler les différentes fonctions. Donc, on va enchaîner avec cet atelier-là et développer la classe avion. Je vous rappelle que je vous ai déjà partagé donc l'atelier et je vous ai demandé d'essayer de développer la classe avion pour voir est-ce que vous maîtrisez vraiment ce qu'on a vu en héritage et en syntaxe Java ou pas. Et c'est le moment maintenant donc de corriger la classe. Donc je reviens vers notre éditeur. Comme vous le savez, on travaille sur le NetBeans. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de code tels que le Eclipse ou bien le VS Code. Donc, je vais ouvrir le projet qu'on a développé déjà parce qu'on va continuer là-dessus. Donc, si vous vous rappelez, on a commencé par développer la classe voiture. Là, on a défini les différents attributs, marque, date d'achat, prix d'achat et prix courant. Et on a choisi donc le private parce que déjà, donc c'est demandé, mais normalement, dans le cas de l'héritage, on est censé utiliser le protected comme étant un type de un modificateur de visibilité. Là, c'est notre constructeur paramétré sans paramètres, le constructeur par défaut, et ça c'est notre donc constructeur paramétré. Vous voyez, on a utilisé des paramètres avec les mêmes types que les attributs et on a initialisé les attributs par les paramètres. Là donc occasionnellement j'ai ajouté les get et les set donc des différents attributs que je vais utiliser en dehors de la classe véhicule parce que déjà les attributs sont déclarés privés, mais je vais profiter donc de cette séance-là et terminer donc les informations qui manquent en termes de getter et setter. Donc là, pour chaque attribut qui est déclaré privé, je devrais définir un getter et un setter. Le getter permet de récupérer et le setter permet de modifier. Donc je vais commencer par la marque et je vais définir le getter et le setter de la marque. Donc c'est pour cette raison je vais commencer par le modificateur de visibilité et là obligatoirement je vais utiliser des modificateurs publics pour que je puisse après utiliser les getters et les setters en dehors de la classe véhicule. Je vais commencer par le get. Le get il va récupérer la marque donc son type de retour. C'est un string. Donc, toujours, je commence le getter et le setter soit par get, soit par set. Et puis, j'enchaîne avec le nom de l'attribut sur lequel je travaille. Donc, puisqu'un getter, je vais rien récupérer. Et donc, à l'intérieur, je vais juste écrire return this point, donc this point marque pour récupérer la marque. Voilà, donc point virgule, je ferme l'accolade, c'est bon, maintenant la fonction elle est terminée, donc je vais enchaîner, je vais donc faire des commentaires pour que vous puissiez comprendre et puis donc je vais partager le fichier, donc ça c'est getter et setter de l'attribut marque. Donc là, à chaque fois où je voulais donc récupérer la marque, je vais appeler la fonction getMark et à chaque fois où je vais mettre à jour la marque, je vais utiliser donc le setter de l'attribut marque. Donc le setter, il ne retourne rien, mais il admet comme paramètre une valeur pour l'utiliser pour donc changer la marque. Donc je vais mettre string m et à l'intérieur juste je vais écrire
bis point marque égale à M. Et comme ça, j'ai terminé avec donc le getter et les setters de la marque. Ensuite, on a la date d'achat. Pour la date d'achat, on a créé le getter, donc il nous reste le setter. Donc, je vais mettre un commentaire pour vous montrer après, lorsque vous révisez, que je suis en train de modifier les getters et le setter de l'attribut date d'achat. Donc, j'ai déjà défini le getter, il me manque le setter. Donc, je vais copier-coller pour faire court. Voilà, donc, un setter, il ne retourne rien. Donc, c'est un set. C'est pas un get. Je vais changer la date. Bien sûr, là, puisque je vais changer, donc je devrais utiliser une variable. Et puis là, je vais pas utiliser le return, mais je vais mettre bis.date, je m'excuse. Donc, bis.date d'achat égale à DA. Et comme ça, j'ai fini avec le getter et le setter de prix d'achat. Également, donc, je vais développer les getters et les setters de prix d'achat. Donc, j'ai développé déjà le get et je vais donc définir le set, donc prix d'achat. Donc, pour faire court, je vais copier cette ligne-là et faire les modifications nécessaires. Donc, puisque je suis dans un set, le set, il ne retourne rien. Donc, c'est un set qui permet de mettre à jour. Donc, ici, j'ai besoin d'un double PA. Et puis, donc, je vais plus retourner, mais je vais mettre bis.prix d'achat égale à PA. Également, pour le prix courant, je devrais avoir un getter et un setter pour que je puisse accéder en lecture et en lecture à cet attribut-là. Donc, le prix courant. Donc, nous, on a développé le set. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le get. C'est pour ça, donc, que je vais développer le get donc, cet attribut-là. Donc, puisque je suis dans un get, donc je vais retourner un double. Donc, ici, c'est un get. Et là, donc, je vais pas utiliser des paramètres. Et ici, je vais juste retourner le getter et le setter. Je vous rappelle qu'on utilise les getters et les setters lorsque l'attribut il est déclaré privé pour que je puisse y accéder à l'extérieur de la classe parce que un attribut qui est déclaré privé, je ne peux pas y accéder en dehors de la classe là où il est défini. Donc les attributs sont hérités, donc on est censé les utiliser en dehors de la classe véhicule. C'est pour ça que j'ai utilisé les getters et les setters. Donc les yeux fermés, si vous avez des attributs qui sont privés, il fallait définir leur getter et leur setter pour que vous puissiez soit les récupérer, soit modifier leur valeur. Également, on a défini donc la fonction affiche. Donc la fonction affiche, elle permet d'afficher donc les différentes informations qui concernent la véhicule. Donc on a également mis la fonction calculer prix, mais pour le moment, calculer prix n'a pas de sens parce que au niveau de la classe véhicule, je peux pas donner une formule exacte. Ensuite, j'ai commencé à développer la classe voiture. Donc, on a développé ensemble. On a dit qu'elle hérite déjà de la classe véhicule. Donc, on a donné les propriétés propres à la classe voiture. On a défini notre constructeur par défaut et automatiquement, on a donc défini le constructeur ou bien on a appelé le constructeur par défaut de notre classe parente pour qu'on puisse créer une voiture avec tout le nécessaire en termes d'information. Également, j'ai défini mon constructeur
paramétrer. Et là, dans la liste de paramètres, je devrais mettre les paramètres ou bien des valeurs qui concernent les paramètres hérités pour que je puisse les faire passer en appelant le constructeur de mon parent. Et puis, je devrais mettre des paramètres pour initialiser les attributs propres à la classe. Bien sûr, pour la fonction affiche également, on a une partie prête de la fonction affiche héritée. C'est pour ça que j'ai commencé par appeler la fonction affiche de mon parent et qui va me permettre d'afficher les informations qui concernent mon parent. Et puis, donc, j'ai enchaîné avec l'affichage des informations qui me concernent. Donc également, donc j'ai défini la calculer, j'ai redéfini la fonction calculer prix et là c'est primordial de redéfinir la fonction parce que là au niveau de la voiture, donc on a déjà tout ce qui est nécessaire pour calculer le nouveau prix de la voiture. On a développé les différentes formules qui ont été données dans l'énoncé et on a mis à jour le prix courant. Bien sûr, après, dans la classe gestion véhicule, on a déjà donc initié des objets de type voiture, que ce soit vide ou bien des objets avec donc des valeurs réelles et on a pu afficher les résultats des différentes fonctions qu'on a développées. Donc maintenant, on va développer la fonction ou bien la classe avion. Donc la classe avion, c'est une classe qui hérite de la classe véhicule et qui a comme modificateur, qui a comme attribut moteur et heure de vol. Donc, je vais commencer à développer donc la classe. Donc, je vais enchaîner juste après la classe véhicule. Je vais dire classe avion et puisqu'elle hérite de véhicule, je vais mettre extends véhicule. Voilà. Donc, maintenant, donc, je vais définir les attributs. On a dit si on est dans l'héritage les yeux fermés, on va utiliser le protected. Je vais juste m'assurer des types des données, donc moteur de type string et nombre de vols de type entier. Donc, protected string moteur et protected int mb vol. Après avoir déterminé les différents attributs, on devra donc définir les constructeurs. Donc, je vais commencer par public avion, le constructeur par défaut. Donc, il n'a pas de paramètres, il ne fait rien. Mais puisqu'on est dans l'héritage, ce constructeur-là, il devra appeler le constructeur par défaut de mon parent. C'est pour ça que je vais mettre entre accolade super. Ensuite, le constructeur paramétré. Donc, le constructeur paramétré, il devra contenir des paramètres qui satisfait toutes les informations nécessaires pour initialiser tous les objets. C'est pour ça que je vais récupérer les différentes informations qui concernent la véhicule et puis je vais enchaîner avec les informations qui concernent l'avion. Donc voilà, ce sont les paramètres que je vais utiliser pour appeler le constructeur de véhicule et je vais ajouter à ça string mo pour initialiser le moteur et int mv pour initialiser le nombre de vols. Donc toujours dans le constructeur, la première chose à faire, c'est d'appeler le constructeur parent. C'est pour ça que je vais mettre super, mais cette fois-ci, je vais lui donner les informations nécessaires telles que la marque, la date d'achat, je vais éliminer l'espace, la date d'achat, le prix d'achat et le prix courant. Ça, c'est pour initier donc tout ce qui concerne le véhicule. Et puis, je vais mettre vis.moteur égale à MO. Ce sont les informations propres à la classe avion. Et vis.mbvol égale à MV. Et comme ça, j'ai initialisé donc tout ce qui concerne la classe avion. Donc, je vais également donc, redéfinir la fonction affiche parce que la fonction affiche héritée, elle affiche juste les informations qui concernent l'avion. Donc, je devrais lui ajouter deux instructions pour afficher le moteur et le nombre de vols de l'avion. Donc, public void affiche, je dis que dans ce cas-là, je suis en train
de redéfinir la fonction affiche, je vais lui donner un autre comportement. Je commence par afficher ou bien par appeler la fonction affiche de mon parent en utilisant le mot super. Super, il permet toujours de se connecter à tout ce qui est hérité. Ensuite, je vais ajouter les informations propres à moi. Donc, system.out.println moteur de l'avion. Je vais donner donc concaténer ceci avec l'attribut moteur. Et puis, donc, je vais afficher le nombre de vols de l'avion. Donc, system.out.println nombre de vols de l'avion. Deux points. Et là, donc, je vais la concaténer avec l'attribut MB-vol. Donc voilà, c'est bon, j'ai redéfini la fonction affiche. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la fonction calculer prix que je devrais donc la redéfinir en lui donnant la formule qui donc concerne l'avion. Je vais juste récupérer le nom parce que je devrais écrire le nom tel qu'il est. Voilà, elle n'admet aucun paramètre. Et là, donc, je vais consulter de nouveau. Donc là, il m'a dit que calculer prix, elle est redéfinie. Donc, je devrais lui ajouter le override. Donc, je vais revenir à l'énoncé et voir comment je peux calculer le nouveau prix de l'avion. Donc, voilà, c'est la 8e question. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors que pour l'avion, son prix se baisse de 2% pour chaque 100 heures de vol et 10% pour chaque année d'utilisation. Donc, on va utiliser la même formule de voiture, sauf si, donc, on va changer les pondérations. Donc, je vous rappelle que le principe était le suivant pour calculer donc le nouveau prix de voiture. Donc, on a calculé les réductions sur le kilométrage ainsi que les réductions sur les années. Et puis, donc, on a calculé le nouveau prix et on l'a accordé à notre prix courant en utilisant le setup. Donc, je vais utiliser le même principe. Donc, je vais commencer par faire la réduction. Donc, ici, c'est pas sur les kilométrages, mais sur les vols. Donc, réduction vol. Il a dit, on va réduire donc de 10%, de 5%, pardon, de 2% pour chaque 100 heures de vol. Donc, c'est pour ça que je vais mettre 10.mb vol. Voilà. Mais cette fois-ci, je vais mettre sur 100 heures de vol. Et la pondération, c'est 0,02. Voilà. Pour les années, donc, c'est la même formule. Mais je vais mettre 0,1. Donc, il a dit que on va mettre 10% de réduction pour chaque année. Donc, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai choisi de taper manuellement l'année courante, mais vous pouvez demander à l'utilisateur de taper donc l'année courante ou bien de la saisir automatiquement depuis le système. Et puis, donc, on va soustraire cette année de la date d'achat pour voir combien d'années on a. On va multiplier ceci fois la pondération, fois la réduction et tout ça fois le prix d'achat pour faire les réductions. Et du coup, après, donc, le nouveau prix, c'est le prix d'achat moins la somme des réductions qui ont été faites sur les vols et sur les années. Donc, et puis, on va mettre à jour le prix courant en appelant le setter et je vais donner au setter la valeur de nouveau prix qu'on a calculé déjà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste de créer des avions. Donc, je vais commencer par la création d'un avion vide. Donc, je vais mettre avion V égale à new avion. Et puis, donc, je vais afficher l'avion. Je ne vais pas appeler la fonction calculer prix parce que déjà, l'objet, il est vide. Donc, je vais mettre v.affiche pour afficher les caractéristiques de l'avion. Et je vais voir comment il va se manifester le code. Donc, juste ici, on a un petit problème.
À quel niveau? Attendez juste pour lire qu'est-ce qui se passe. Je vais revenir au code. Normalement, le code, il est correct. On n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle a, la classe voiture? Elle dit It's never used, n'a pas été utilisé, donc c'est pas un problème. Avion, véhicule. Donc, un bon programmeur, c'est un programmeur qui sait lire l'erreur et voir qu'est-ce qu'il y a déjà. Voilà, donc ça, c'est la fermeture de calculer prix. Ça, c'est la fermeture de la classe avion. Ça, c'est la fermeture de la classe voiture. Donc, avion, V égale à nous, avion. Puis, on a affiché l'avion. Je vais tester. Voilà, c'est la fonction affiche. C'est une fonction publique, normalement. Donc, ça, c'est la fermeture de mail. Et ça, c'est la fermeture de notre programme. D'accord? Donc, juste, peut-être, je vais créer un avion. Je vais créer également une voiture, mais normalement, c'est A, par exemple, juste pour éviter le conflit. Vous pouvez voir maintenant, est-ce que ça tourne pas? Essayons maintenant. En fait, j'ai un fichier qui comporte une classe véhicule déjà et il a fait la confusion entre les deux fichiers dans quelle classe véhicule il va utiliser. Mais bon, lorsque j'ai supprimé le fichier, c'est bon, il marche. Donc voilà, ici, donc, il m'a affiché tout d'abord les informations qui concernent la voiture parce que j'ai commencé par créer un objet de type voiture et l'afficher. Et puis donc il m'a affiché les informations qui concernent l'avion. Vous voyez, il a créé déjà des propriétés qui concernent tout ce qui est hérité, donc la marque, date d'achat, prix courant ne font plus partie ni de voiture ni d'avion, mais il a pu les initialiser et les afficher parce que avec le super, j'accède toujours à tout ce qui est hérité. Et là, donc, il m'a créé des objets vides. Donc, tous les paramètres et tous les attributs sont initialisés à 0 parce que ce sont des objets vides. Maintenant, je vais tenter de créer, une excuse, je vais tenter de créer un avion avec les paramètres nécessaires. C'est pour ça donc que je vais supprimer tout ça et je vais créer un avion A égal à new avion. Et là, je devrais donner donc les différents paramètres. Donc ici, je vais choisir de donner les paramètres depuis le clavier, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui est censé utiliser le clavier pour informer ou bien pour donner les informations nécessaires. Et je vais commencer donc dans l'ordre les différentes valeurs qu'on devrait utiliser. Donc je vais commencer par demander la marque, donc system.out.println. Donc je vais demander à l'utilisateur de taper la marque. D'accord? Et je vais lire la marque. Et pour lire la marque, on a dit qu'on va utiliser la classe scanner. Donc, au départ, je devrais vraiment donc importer la classe scanner. Donc, import java.utile.scanner.
Voilà. Et là, donc, je vais revenir à mon programme principal. Donc, je devrais tout d'abord instancier la classe scanner. Donc, scanner, je vais dire SC pour faire court, le nom de l'objet, égale à new scanner. Et je vais lire depuis mon clavier, c'est le système.in. Donc là, je lui ai demandé de taper la marque. La marque, elle est de type thème de caractère. Donc, je vais choisir M pour récupérer la marque que l'utilisateur va taper et on va lire la marque par AC.NextLine puisqu'on est dans une chaîne de caractères. Ensuite, je vais demander la date d'achat qui est un entier, donc system.out.println. Je vais demander à l'utilisateur de taper la date d'achat. Et puis, je vais lire la date d'achat. La date d'achat, donc, c'est un entier. Donc, int DA égale sc.a. Comment on peut lire les entiers? Next int. Très bien. Et puis, puisque c'est un entier, pour vider la mémoire, je vais mettre sc.nextLine pour vider le buffer de données entre les différentes informations que je suis en train de taper depuis donc le clavier. Donc là, c'est le DA. Ensuite, je vais demander le prix d'achat. Prix d'achat. Le prix d'achat, c'est un double. Donc, tapez le prix d'achat. Donc, j'ai le nommé ici PA. Donc, ça sera double PA. Bien sûr, next double, puisque je suis en train de lire un double. Et là, donc, c'est notre PA. Pour le prix courant, je vais mettre 1,0 pour le moment parce qu'on n'est pas censé le demander depuis l'utilisateur, mais il devra être calculé depuis ou bien par la fonction calculer prix. Donc, je vais maintenant déterminer ou bien demander à l'utilisateur de me taper le moteur, pardon, ou bien la description du moteur et le nombre de vols. Donc, je vais commencer par la description de moteur. Donc, puisque c'est une chaîne, donc je vais copier-coller ces deux lignes-là et faire les rectifications nécessaires juste pour faire court. Donc, system.out.println de taper la description de moteur, ou bien la marque du moteur. Je vais dire la description du moteur. Et puisque c'est une chaîne, je vais la sauvegarder dans la variable MO et il me reste juste le nombre de vols qui est de type entier. Donc, je vais copier-coller ces deux lignes-là parce que ils sont presque équivalents à ce qu'on va écrire. Donc, tapez le nombre de vols. Et là, donc, je vais récupérer ça dans MV. Et c'est bon. Maintenant, donc, on peut instancier l'avion avec des informations donc données depuis l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à afficher l'avion pour voir est-ce que c'est bon. Donc, je peux donc manipuler ou pas. Et puis donc, je vais donc calculer le prix courant à point calculer prix. D'accord? Et je vais afficher de nouveau pour voir est-ce que le prix, il change ou pas. Donc, c'est pour ça que je vais tout d'abord afficher une ligne d'étoiles pour faire la séparation entre les deux affichages, l'affichage qui existe avant le calcul de prix et l'affichage qui existe après.
Donc voilà cette ligne de séparation. Et puis je vais mettre un point affiche pour voir est-ce que le prix courant il a été calculé ou pas. Et voilà, donc je vais passer à l'exécution. Donc il est en train de taper la marque, donc c'est Concorde par exemple. Ensuite, taper la date d'achat. On a acheté cette voiture-là en 2023. Taper le prix d'achat. On va dire que c'est 750 millions de dollars. Taper la description du moteur. Donc, la description du moteur, je ne suis pas connaisseur, donc je vais écrire de n'importe quoi. Donner le nombre de vols, par exemple 120 heures de vol. Donc, voilà. Ici, ce sont les informations qui concernent l'avion avant le calcul du prix courant. Vous voyez le prix courant ici, il est égal à 0. Donc, il m'a affiché la marque, il m'a affiché la date d'achat, le prix d'achat, il m'a affiché la marque de moteur, le nombre de vols de l'avion. Vous voyez, il a initié ce qui a été hérité et il a initié ce qui est propre à la classe avion. Après avoir insulté ou bien appeler la fonction calculer prix, je m'excuse. Donc, on a calculé le prix courant et on a affiché de nouveau l'objet avion. Et comme vous le voyez, donc il a maintenu les informations de l'avion, juste il a mis à jour le prix courant. Tout à l'heure, il était 0, mais après les informations qu'on a données, donc le prix baisse de 750 millions de dollars à 660 millions de dollars. Et ceci parce que déjà, on a mentionné que l'avion, elle a utilisé pendant une année et qu'elle a fait 120 heures de vol. Donc voilà, donc grosso modo, cet exemple-là, de toute façon, je vais partager avec vous donc, cet exemple-là, on a manipulé l'héritage, on a fait une petite révision au fur et à mesure sur la syntaxe Java. J'espère que tout est clair et on va revenir maintenant à notre cours. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle les classes abstraites et interfaces. Ce sont les notions de base de la programmation orientée objet en général et de la programmation Java en particulier. Donc, l'objectif de ce cours-là est de vous faire connaître la syntaxe et la sémantique des classes abstraites et des interfaces. Donc, on va comprendre ensemble à quoi consistent les classes abstraites, à quoi consistent les interfaces, c'est quoi les différences entre les classes abstraites et les interfaces, et on va voir donc la syntaxe, comment on peut l'écrire en Java et comprendre aussi leur contexte d'utilisation, c'est-à-dire quand est-ce que dans une application on doit penser à utiliser les classes abstraites et les interfaces et qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de gagner ces deux outils-là en termes de simplicité de code et en termes d'efficacité. Donc, pour atteindre cet objectif-là, je vous propose le plan suivant. Donc, on va commencer notre cours par une première partie qui parle des concepts de base des classes abstraites. Donc, on va voir ensemble le principe de base de classe abstraite, à quoi elles servent, c'est quoi l'idée de base. Ensuite, on va voir ensemble des bonnes pratiques des classes abstraites, comment on peut utiliser les classes abstraites, dans quel contexte, la syntaxe d'utilisation. La troisième partie, elle parle des intérêts des classes abstraites. Donc là, on va parler du contexte, c'est-à-dire quand dans une telle application, on est censé penser et à utiliser les classes abstraites et elle va nous permettre de gagner en termes de quoi exactement. Et puis, on va enchaîner avec les interfaces. On va commencer à parler des concepts de base des interfaces au sein de la quatrième partie. Donc, on va voir ensemble c'est quoi une interface, c'est quoi la différence entre une interface et une classe abstraite, quand est-ce qu'on est censé utiliser les interfaces et quand est-ce que on est censé utiliser les classes abstraites. Et puis, donc, on va voir ensemble la syntaxe de manipulation des interfaces. Donc, on va voir la syntaxe Java qui nous permet de créer des interfaces et de les utiliser. Et puis, dans la sixième partie, on va voir la relation entre les interfaces et les constantes, les variables de type constante, comment on peut déclarer une constante dans une interface et à quoi sert et comment l'utiliser. Et puis, donc, on va parler
des interfaces et dérivations ou bien la liaison entre les interfaces et les dérivations. Donc, on va voir ensemble, est-ce qu'on peut appliquer de l'héritage au niveau des interfaces? Si oui, comment on peut les faire et qu'est-ce que ça veut dire déjà l'héritage entre les interfaces sémantiquement et syntaxiquement. Alors, commençons notre cours par la première partie qui parle des concepts de base des classes abstraites. Alors en fait, qu'est-ce que c'est une classe abstraite? Donc une classe, elle est dite abstraite si elle ne permet pas d'instancier des objets, mais elle ne peut servir que d'être une classe de base pour un héritage. Donc les classes abstraites, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Et lorsqu'on dit qu'une classe qu'on ne peut pas instancier, c'est-à-dire une classe qu'on ne peut pas lui identifier un constructeur, parce que on a vu déjà que pour créer des objets et instancier des classes, qu'il faut utiliser les constructeurs. Et donc, pour une classe abstraite, on ne peut pas écrire ou bien utiliser des constructeurs et on ne peut pas instancier la classe. Mais la question qui se pose, mais à quoi sert une classe qu'on peut pas instancier? Parce que aussi, on a vu qu'une classe pour être manipulée, qu'on puisse invoquer ces méthodes, elle devra être instanciée. Donc la réponse est que cette classe, elle va servir comme étant un modèle de classe parente et on va l'utiliser dans l'héritage. Et du coup, là, pour parler des classes abstraites, il fallait déjà qu'on a de l'héritage. Donc, on ne peut pas parler des classes abstraites sans de l'héritage parce que sinon, on ne peut pas utiliser la classe. Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi déjà on utilise une classe abstraite? Pourquoi on crée une classe qu'on ne peut pas instancier? Et en fait, la réponse est la suivante. Parfois, dans une classe, lorsqu'on n'a pas tout le nécessaire en termes d'informations pour identifier clairement la classe, on va la définir abstraite. Et lorsque je dis toutes les informations nécessaires, ça veut dire une méthode qu'on ne peut pas définir son comportement. Et là, on peut dire qu'une classe abstraite, c'est une classe qui contient une méthode qu'on ne peut pas définir son corps, qu'on ne peut pas définir son comportement. Et donc, cette classe ne peut pas être instanciée parce qu'elle est incomplète. Donc, on devra la définir en tant qu'une classe parente et puis l'utiliser à travers l'héritage par les classes filles. Et au niveau des classes filles, je peux définir les informations qui ont été manquées au niveau de la classe parente. Et donc, une classe abstraite, c'est une classe qui contient au moins une fonction incomplète qu'on appelle une fonction abstraite. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui contient au moins une fonction abstraite. Revenons à notre exemple de tout à l'heure, la classe véhicule. Là, si vous vous rappelez, lorsqu'on a développé la classe véhicule, on a dit que la fonction calculer prix, elle n'a pas de corps. Et nous, on a défini calculer prix de cette façon-là. On a donné son signature, on a donné son modificateur de visibilité, on a donné donc son type de retour et son nom. La liste des paramètres pour le moment, elle n'existe pas. Et on a donné un corps vide à cette fonction-là. Donc, syntaxiquement parlant, c'est correct et le programme, il a marché. Mais de point de vue bon pratique, de point de vue robustesse de code, de point de vue sécurité de code, on ne devra pas mettre un corps vide à une fonction. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, elle va être héritée et il se peut que les classes filles utilisent la fonction calculer prix sans la redéfinir et ils vont trouver une fonction vide. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, la classe, elle n'est pas déclarée abstraite, pourtant, il y en a de l'information manquante. Et là, je peux instancier la classe sans problème syntaxique. Mais sémantiquement parlant, l'objet qui va être créé, il n'est pas complet. On a une information tronquée qui est le corps de la fonction calculer prix. Et du coup, donc pour remédier à ces problèmes-là, on devra passer à la notion des classes abstraites. Donc normalement, et dans les règles de l'art, lorsqu'on développe la classe véhicule, on devra la déclarer abstraite et on devra définir la fonction calculer prix en tant qu'une fonction abstraite et on va élever
ces deux accolades-là et effacer le corps de la fonction. Parce que si on va développer mentionner qu'il y a une fonction abstraite, on est censé juste donner sa signature et ne pas donner son corps. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux méthodes sont correctes, soit d'utiliser les classes abstraites, soit d'utiliser cette façon, mais si on va suivre les bonnes pratiques et si on voulait avoir un code correct à 100%, robuste et surtout sécurisé, une fois où on a une classe qui contient des informations manquantes au niveau des fonctions, c'est-à-dire qui comporte des fonctions qu'on ne peut pas pour le moment définir leur corps, il fallait passer à la notion des classes abstraites et par conséquent définir ces classes-là en tant que classes abstraites. Donc, au sein d'une classe abstraite, il est possible de mettre des méthodes et des attributs dont il héritera toute classe descendante. Donc, une classe abstraite, après tout, c'est une classe qui a un nom, qui a un modificateur de visibilité, qui a des attributs, qui a des méthodes normales, c'est-à-dire des méthodes avec un corps, mais on devrait avoir au moins une fonction abstraite pour que la classe devienne abstraite. Et lorsque la classe, elle devient abstraite, on ne peut pas l'instancier, donc on devra obligatoirement l'hériter par d'autres classes pour qu'on puisse l'utiliser et bénéficier de toutes les informations qui les englobent. Il est possible donc de mettre aussi des méthodes abstraites sous forme d'une signature et de type de retour. Et là, donc, c'est la syntaxe pour définir une méthode abstraite. Donc, au niveau de la méthode abstraite, on donne juste la signature, l'entête, la première ligne, et on ne donne pas un corps et on ne met pas un corps vide. Parce que le fait de mettre un corps vide, c'est vrai, syntaxiquement, c'est correct, mais ça ne suit pas les bonnes pratiques de la programmation. Donc, syntaxiquement parlant maintenant, comment je peux donc définir une classe abstraite? Donc voilà la syntaxe. Il fallait commencer par écrire abstract, ce mot-clé avant le nom de la classe pour indiquer que c'est une classe abstraite. Après, on met le mot classe pour indiquer qu'on est en train de développer une classe. Et puis, donc, exemple, c'est le nom de la classe. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, la classe abstraite, elle peut contenir des attributs. Mais pour notre cas, donc, j'ai choisi de ne pas mettre des attributs. Elle contient des fonctions normales, telles que la fonction f ici. Donc, f, c'est une fonction normale. Elle est divine dans sa totalité. Donc, j'ai mis dans la fonction f, donc, le modificateur de visibilité publique. J'ai mis également donc le type de retour void, le nom de la fonction, la liste des paramètres et les instructions du corps. Mais pour la classe exemple, on a une fonction G qui est une fonction abstraite. Je peux pas donner un corps pour le moment à cette fonction-là. C'est pour ça que je vais donc définir cette fonction abstraite. Et syntaxiquement parlant, pour définir une fonction abstraite, tout d'abord, je ne devrais pas lui donner un corps. Donc, une méthode abstraite sans corps n'est pas définie dans la classe. Mais je devrais donner sa signature dans sa globalité, c'est-à-dire je devrais donner le modificateur de visibilité et je devrais la signaler publique pour que je puisse la redéfinir après. J'écris le mot abstract, donc pour dire que c'est une fonction abstraite. J'écris le type de retour, le nom de la fonction et la liste des paramètres. Mais juste après, je devrais mettre un point-virgule et je ne devrais pas mentionner le corps de la fonction. Maintenant, si je voulais instancier la classe, donc je crée un objet de type classe et puis j'utilise l'union pour invoquer le constructeur de la classe et créer par conséquent l'objet. Et la question qui se pose, est-ce que ce que je viens d'écrire et d'expliquer maintenant, il est correct ou pas? Est-ce que je peux instancier la classe exemple ou pas? À votre avis, est-ce que je peux instancier la classe exemple? Est-ce que je peux créer un objet de type exemple? La réponse, bien évidemment, c'est non. Pourquoi? Parce que la classe exemple, c'est une classe abstraite, elle lui manque des informations et donc je ne peux pas l'instancier. D'ailleurs, on n'a pas mis de constructeur au niveau de la classe exemple. Donc, à ce niveau-là, la classe exemple, elle n'est plus utilisable. Je ne peux pas l'utiliser, je peux juste la définir en tant qu'une classe parente et puis l'utiliser donc par les classes descendantes. Donc, ici, je devrais passer obligatoirement par l'héritage. Et là, donc, comme vous le voyez, on a
une erreur d'instance. Donc là, on ne peut pas instancier la classe exemple, donc erreur pas d'instanciation d'objet d'une classe abstraite. Et c'est logique parce que déjà la classe exemple, elle n'est pas complète. Donc je ne peux pas créer des objets avec une classe qui lui manque des informations. Donc pour initialiser la classe exemple et pour faire face à ce problème d'initialisation des classes abstraites, je devrais passer par la solution suivante. Donc, il faut déclarer une autre classe qui hérite de la classe abstraite et redéfinir ses méthodes abstraites. Voilà syntaxiquement comment je peux procéder. Donc, j'ai défini une classe B. La classe B, elle hérite de la classe exemple qui est une classe abstraite. Au niveau de la classe B, je suis obligatoirement obligé de redéfinir la fonction abstraite, mais sinon, la classe B elle est à son tour abstraite et je peux pas l'utiliser. Donc là, vous voyez, donc j'ai redéfini la classe G, la méthode G, pardon, j'ai donné un corps à la fonction. Elle va nous permettre juste d'afficher la valeur de n. Et puis, donc maintenant, pour accéder à la classe exemple, qui est une classe abstraite, je vais utiliser la classe phi, la classe B. Donc dans l'objet de type A, j'ai mis un objet de type B. Et ici, c'est correct, je peux instancier la classe B parce que la classe B, elle n'est pas abstraite, elle a redéfini ce qui a été abstrait, donc elle nous a donné les informations manquantes de son classe parent. Donc là, vous pouvez poser la question, mais pourquoi dans un objet de type A, on a mis un objet de type B? C'est correct parce qu'on est dans l'héritage et ça s'appelle le polymorphisme. Donc, on va le voir, Inch'Allah, durant la séance prochaine. Donc, dans un objet de type parent, je peux mettre un objet de type fille et c'est correct en Java. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si la fonction B, elle hérite de la classe exemple, elle ne redéfinit la fonction G, on est toujours dans le cas des informations manquantes. Donc, la classe B, elle est à son tour abstraite et je ne veux pas l'utiliser. Donc, vous voyez, une fois on a des classes abstraites et on va les hériter pour les classes filles, ils devront donc redéfinir tout ce qui a été abstrait et donner toutes les informations manquantes pour qu'on puisse utiliser les classes filles. Sinon, les classes filles, à leur tour, sont dites des classes abstraites. Passons maintenant aux bonnes pratiques des classes abstraites. Donc, dès qu'une classe contient au moins une méthode abstraite, elle est dite abstraite, et même en absence de mots-clés abstract devant sa déclaration. Donc, même si on écrit abstract devant sa déclaration, si la classe, elle contient au moins une classe abstraite, donc elle est dite abstraite et je ne peux pas l'instancier. Donc, une méthode déclarée abstraite doit être forcément publique puisque sa redéfinition dans les classes descendantes est obligatoire, comme je le viens de le mentionner tout à l'heure. Si j'ai dans une classe une fonction abstraite, je devrais donner toute la signature de la méthode, c'est-à-dire je devrais donner son type de retour, son nom, la liste des paramètres et obligatoirement, je vais la définir publique. Pourquoi? Parce que je suis obligée de redéfinir la fonction après dans les classes filles. Et si je vais la déclarer protected ou bien surtout privée, donc je n'ai pas l'accès à cette fonction-là et je ne peux pas la redéfinir. Donc les noms des variables passées en paramètres doivent être indiqués dans la signature d'une méthode abstraite. Donc obligatoirement, si je vais donner la liste des paramètres, je devais donner pour chaque paramètre et le type et le nom. Je ne devrais pas me contenter juste de type tel que j'ai écrit ici. Non, c'est faux. Je devrais écrire tous les paramètres comme si c'est une signature normale d'une fonction normale. La différence unique, c'est quoi? C'est que je n'ai pas un corps. Je vais clôturer la signature avec un point virgule et je ne vais pas mettre un corps à la fonction.
Donc, une classe descendante d'une classe abstraite peut ne pas redéfinir toutes les méthodes abstraites. Donc, je peux hériter d'une classe abstraite. Cette classe abstraite-là, elle contient plusieurs méthodes abstraites. Et moi, en tant que classe fille, je suis pas censée, ou bien je peux pas définir toutes les méthodes qui ont été déclarées abstraites. Donc, je vais définir, ou bien je vais redéfinir des méthodes et laisser d'autres abstraits. Dans ce cas-là, la classe fille à son tour, ou bien la classe descendante à son tour, elle est abstraite et je ne veux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que toujours, j'ai des informations qui manquent. Et là, gardez à l'esprit que la classe, elle est instanciable, la classe, elle est utilisable, sauf si tout ce qui est nécessaire en termes d'information, il existe. C'est-à-dire les attributs, leurs paramètres, leurs modificateurs de visibilité, leur type, les constructeurs, les fonctions avec leur signature et leur corps. Une fois on a une information manquante, surtout au niveau de comportement, au niveau des fonctions, on ne peut pas utiliser la classe et on ne peut pas l'instancier. Donc, la classe descendante peut ne pas redéfinir aucune, mais dans ce cas, elle est considérée aussi abstraite tant qu'il existe encore des méthodes abstraites non redéfinies. Donc, tant que la classe descendante, elle n'a pas redéfini les méthodes abstraites, tant qu'il y en a des méthodes qui restent sans redéfinition, donc la classe descendante à son tour ne peut pas être utilisée. Donc, une classe fille d'une classe non abstraite peut être bien évidemment déclarée abstraite. Donc, je peux avoir une classe parente, une classe normale qui contient tout ce qui est nécessaire et de cette classe-là, je vais déclarer une classe descendante. La classe descendante, elle hérite de la classe parente, mais elle est déclarée abstraite. Pourquoi? Parce que la classe fille en elle-même, elle a des fonctions qui sont abstraites et qui n'ont pas de corps. Donc, vous voyez, on peut tomber dans le cas où la classe parent, elle est abstraite, elle est non abstraite et la classe fille, elle est abstraite qui est le contraire de ce qu'on vient d'expliquer dès le départ. Passons maintenant à l'intérêt des classes abstraites. Dans quel cas on est censé utiliser les classes abstraites et qu'est-ce qu'elle va nous permettre de gagner ces types de classes-là par rapport à une classe normale? En fait, l'utilisation des classes abstraites, elle facilite considérablement l'implémentation de la conception orientée objet. D'ailleurs, les classes abstraites, ce sont parmi les notions les plus poussées en programmation orientée objet et par conséquent en conception orientée objet, puisqu'ils permettent de modéliser des classes parentes. Bien sûr, on est toujours obligé de se baser sur l'héritage si on va utiliser les classes abstraites. Donc, de modéliser des classes parentes qui vont servir comme étant des moules pour fabriquer après des classes filles qui peuvent exploiter librement et efficacement les classes abstraites. En effet, il est possible de mettre dans une classe abstraite les fonctionnalités estimées à être utilisées dans les classes descendantes. Donc là où il y en a les classes abstraites, il fallait obligatoirement modéliser un lien d'héritage parce que on a déjà parlé de ça. Les classes abstraites ne sont pas instanciables. Je peux pas créer des objets à partir d'une classe abstraite et du coup, si je vais pas mettre en place un lien d'héritage, ces classes-là restent inutilisables et donc inefficace et donc c'est pas aussi évident de modéliser des classes et les laisser comme ça sans utilisation. Donc, les traitements estimés par les classes descendantes peuvent être soit sous la forme de méthodes et attributs lorsqu'ils sont communs à toutes les descendants. Donc, si on a des attributs et si on a des fonctions complètes, le comportement il est bien défini, on va les mettre dans une classe abstraite et ils vont être utilisés en commun avec tous les descendants. Donc, tous les descendants de cette classe abstraite-là, ils vont hériter donc ces fonctions-là, ils vont hériter ces comportements-là, bien sûr, ils vont hériter également les attributs et ils peuvent les utiliser de la même façon, soit donc tels quels, ou bien faire les redéfinitions nécessaires pour les utiliser selon le contexte désiré. Ou bien
sous la forme d'interfaces de méthodes abstraites qui devront exister dans toute classe dérivée instanciable. Et là, donc, c'est la deuxième façon de faire passer donc des méthodes à prévoir ou bien à redéfinir au niveau des classes abstraites. Donc, c'est que des classes filles, pardon, c'est que au niveau de la classe abstraite, on va donner une liste des méthodes qu'on ne peut pas pour le moment modéliser leur comportement. Et bien sûr, ces méthodes-là doivent être héritées et doivent exister dans les classes filles qui sont obligées d'instancier, qui sont obligées de modifier ou bien de donner un comportement à ces méthodes abstraites-là pour que les classes en elles-mêmes, c'est-à-dire les classes descendantes, peuvent être utilisées. Et là, si je vais parler de l'intérêt des classes abstraites, je vais vous dire à chaque fois où vous avez une application, il y en a des comportements que vous pouvez pas les définir dès le moment, ou bien à ce niveau-là, peut-être c'est une mauvaise description à partir du client, peut-être ou peut-être on n'a pas tous les détails nécessaires pour modéliser et développer un tel comportement au sein d'une classe qu'on vient de développer. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, les yeux fermés, il fallait penser à modéliser une classe abstraite. Bien sûr, vous devez mentionner dans les classes abstraites tous les attributs que vous êtes censé utiliser, qui sont mentionnés, que ce soit au niveau de votre cahier de charge, ou bien au niveau de l'énoncé, ou bien au niveau de la description du client. Bien sûr, là où il y en a des fonctions qui sont claires et nettes et que vous pouvez développer, vous allez les mettre. Et dans ce cas-là, tous ces attributs-là et ces fonctions-là vont être hérités et utilisés par les classes descendantes. Et là où vous avez des fonctions qui ne sont pas claires, que vous pouvez pas donc leur donner un corps, dans ce cas-là, vous devez les mettre comme étant des méthodes abstraites et la classe dans ce cas-là devient à son tour abstraite et bien sûr cette classe-là va être modélisée en tant qu'une classe parente et elle devra être héritée par des descendants qui vont hériter ce qui est prêt à l'emploi, hériter les fonctions prêtes, hériter les attributs et ils doivent obligatoirement redéfinir les fonctions qui sont abstraites et leur donner un contenu pour qu'ils puissent donc être instanciables et utilisables. Bien sûr, une classe descendante, elle peut ne pas donner des définitions en méthode abstraite et dans ce cas-là, même au niveau de la classe descendante, on n'a pas enlevé l'aspect abstrait et du coup même la classe descendante, elle n'est pas instanciable et elle ne peut pas bien sûr être utilisée. Donc aussi, on peut avoir une classe parente qui est une classe normale et de cette classe parente-là, on fait hériter des descendants et ces descendants-là contiennent des méthodes abstraites et du coup, les classes descendants ne peuvent pas instancier et là, on est dans le cas contraire, c'est-à-dire la classe parente, elle peut être instanciable, mais les classes filles, elles sont non utilisables, non instanciables parce qu'elles contiennent déjà des méthodes abstraite. Donc voilà un exemple qui peut donc vous aider à comprendre le principe. Donc là, on a la fonction graphique. Donc la fonction graphique, plutôt la classe graphique. Donc la classe graphique, c'est une classe abstraite. C'est pour ça que j'ai mis le mot abstract juste au départ. Et bien sûr, lorsque je dis que c'est une classe abstraite, c'est que forcément à l'intérieur, on a une fonction qui n'a pas de corps, une fonction qu'on peut pas lui donner un corps pour le moment. Bien sûr, cette classe-là, elle a comme attribut donc deux entiers x, y qui sont des attributs privés. Donc là, le modificateur de visibilité, il est le privé, mais comme toujours, je vous conseille, si vous êtes dans l'héritage, il fallait utiliser le modificateur protected parce que le protected, il va réagir en tant que public à l'intérieur de l'héritage, c'est-à-dire entre la classe et ses enfants, la classe parente et ses enfants, et il va agir comme étant un privé à l'extérieur de d'héritage. Donc, bien sûr, la classe graphique, elle devra avoir un constructeur, donc graphique int x, int y. Et là, donc, j'ai mentionné que le constructeur paramétré et j'ai utilisé deux valeurs de paramètres entières pour que je puisse initialiser les attributs, donc x et y, qui vont modéliser après le centre du graphique. Et là, une question très importante. Mais nous, on a dit que la classe graphique ou bien toute classe abstraite, elle ne peut pas être instanciable.
n'est-ce pas? Et lorsque je dis elle ne peut pas être instantiable, c'est-à-dire on peut pas utiliser son constructeur. On n'a plus le droit donc d'invoquer un constructeur via l'opérateur new. Mais pourquoi alors, dans cet exemple-là, je suis en train de développer le constructeur? Question très importante, non? Pourquoi je suis en train de développer un constructeur alors que je suis dans une classe abstraite et la classe abstraite, elle n'est pas instanciable. Je ne peux pas l'instancier et je peux pas invoquer son constructeur. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? En fait, c'est trivial. La classe abstraite, elle n'est pas instanciable en elle-même, mais elle devra être utilisée par une classe descendante. Et nous, on a dit que au niveau de la classe descendante, et plus précisément au niveau du constructeur de la classe descendante, la première chose à faire, c'est d'invoquer le constructeur de la classe parent. Donc, vous voyez, ici, je vais faire l'appel du constructeur parent et je suis dans la classe fille et moi, je n'ai pas développé de constructeur. Là, il y aura un problème. Donc, le constructeur que je viens de développer maintenant, il va servir comme étant un moyen pour accéder à la classe graphique depuis la classe descendante et créer un objet de type descendant, d'accord? Parce que, comme on a vu la séance dernière au niveau de l'héritage, pour créer un objet de type fille, je devrais tout d'abord commencer par créer l'objet de type parent. Et d'ailleurs, toute création d'un objet fille, il va engendrer automatiquement et implicitement la création d'un objet de type parent. Et donc, ce constructeur-là, il ne va pas être utilisé maintenant dans les médias, mais il va être utilisé après pour créer donc des objets descendants. Ensuite, la classe graphique, elle contient déjà une fonction affiche. Donc, la fonction affiche, je peux la définir maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, elle va nous permettre d'afficher donc les valeurs des attributs. C'est pour ça que j'ai utilisé le system.out.println pour dire le centre de l'objet se trouve dans. Et j'ai affiché X et Y. Et ici, faites très bien attention. Je devrais toujours concaténer la chaîne fixe avec les valeurs de variables pour que je puisse avoir un message qui change de contenu à chaque fois où les valeurs des attributs changent. On est dans une classe abstraite, donc obligatoirement, on a une fonction abstraite et là, la fonction abstraite de la classe graphique, c'est la fonction surface. Donc, vous voyez, donc surface pour le moment, je peux pas lui donner un corps, je peux pas lui donner donc des instructions et c'est logique parce que si je vais dire graphique de façon générale, je n'ai comme information que les coordonnées de centre, donc je peux plus définir une formule qui permet de calculer la surface du graphique et donc je devrais passer à d'autres spécifications, donner la nature du graphique, donner les valeurs de ses propriétés pour que je puisse donner un corps à la fonction surface. C'est pour ça, cette fonction, elle est déclarée abstraite. Et pour déclarer la fonction abstraite, comme je le viens de le dire dès le départ, je devrais écrire que la signature et faire procéder la signature par un point-virgule pour dire que c'est une instruction complète. Donc, au niveau de la signature, je devrais mentionner que c'est abstract. Et d'ailleurs, c'est pas aussi obligatoire parce que si je mets que la signature Java, elle va comprendre que c'est une fonction abstraite. Ensuite, on a dit toujours la fonction abstraite, elle devra être publique pour que je puisse la redéfinir après et je peux y accéder après. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le modificateur public pour le modificateur comme modificateur à la fonction. Bien sûr, cette fonction, elle va nous retourner un double puisqu'elle va calculer une surface. Et puis, j'ai donné un nom à la fonction. Et la fonction, elle n'admet pas de paramètres parce qu'elle va utiliser déjà les valeurs des attributs. Donc là, c'est la fin de la fonction ou bien de la classe graphique qui est une classe abstraite. Donc, comme vous le vient de le concevoir et comme je viens d'expliquer, cette fonction-là ou bien cette classe-là, elle contient déjà des attributs que je vais
faire hériter à des classes descendantes. J'ai déjà un constructeur que je vais utiliser au niveau de la classe descendant, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser maintenant parce que je peux plus instancier une classe abstraite parce qu'il y en a des informations manquantes au niveau de la classe. Et nous, on a pris l'habitude qu'avec Java, je peux utiliser qu'une classe là où il y a toutes les informations nécessaires. Ensuite, donc, il y en a la fonction affiche qui va afficher les valeurs des attributs. Il y en a une fonction abstraite qui permet de calculer la surface. Donc, bien sûr, cette classe devra être obligatoirement héritée pour que je puisse utiliser donc tous ces valeurs, tous ces attributs et toutes ces fonctions. Et c'est pour ça que je vais commencer par créer donc la première classe dérivée qui est la classe cercle. Donc bien sûr la classe cercle elle devra hériter de la classe graphique. Donc entre autres la classe cercle elle a comme valeur x y qui vont agir comme étant les coordonnées du centre du cercle. Elle peut accéder au constructeur graphique pour créer et instancier les coordonnées de centre. Elle a le droit d'accéder à la fonction affiche pour afficher les coordonnées du centre et finalement, elle devra obligatoirement redéfinir la fonction surface et puisqu'on est dans un cas particulier d'un graphique, on est dans le cas du cercle, donc on sait tous qu'on a un formule qu'on peut appliquer et donc la fonction surface à ce niveau-là peut être redéfinie. Donc, ce qui est spécifique pour les cercles, c'est le rayon. C'est pour ça que j'ai ajouté un attribut rayon, il est de type double, il est privé et par défaut j'ai mis que le rayon il est égal à 1, donc je vais commencer par des cercles unitaires et puis donc on va changer la valeur de rayon selon l'utilisation et selon le contexte d'exécution. Bien sûr la fonction cercle elle va hériter la fonction affiche et elle va la redéfinir, c'est pour ça qu'elle a commencé par définir ou bien par afficher le rayon, donc system.out.println c'est un cercle de rayon et j'ai concaténé ceci avec l'attribut rayon et puis avec un super point affiche, j'ai appelé donc la fonction affiche de mon parent pour afficher les coordonnées du centre et comme ça la fonction affiche de la classe cercle, elle va afficher la totalité des informations qui concernent le cercle, entre autres les informations héritées et les informations propres à elle. Également, donc, la classe cercle, elle devra définir la fonction surface. Et là, on a tout le nécessaire. Donc, on a la valeur de rayon, on a pi. On sait très bien la formule. C'est pour ça que j'ai mis une définition à la fonction surface et j'ai mis un corps à la fonction surface. En fait, la fonction surface, elle va nous retourner le rayon fois 2 fois pi, 2 pi r. Donc, 2 fois pi fois rayon. Donc voilà, j'ai donné une petite formule pour calculer la surface, alors que je pense que mathématiquement parlant, donc c'est rayon fois r. Donc juste pour rayon fois pi. Donc juste pour changer et écrire correctement la formule. Donc c'est vrai, c'est une petite faute mathématique, mais ça va n'influencer en rien le contexte de la programmation orientée objet. Je vais passer à une deuxième classe dérivée et là donc j'ai mentionné que la classe abstraite graphique elle a deux descendants. Donc le premier descendant c'est la classe cercle et le deuxième descendant c'est la classe rectangle. Donc bien sûr cette classe là elle devra hériter de la classe graphique et donc elle a entre autres tout ce qui a été modélisé au niveau de la classe graphique et en plus que ça donc cette classe elle est caractérisée par deux valeurs entières qui forment la longueur et la largeur du rectangle. Bien sûr on devra créer notre propre constructeur pour instancier des objets de type rectangle et là puisqu'il y en a une partie qui va être modélisé au niveau ou bien créé ou bien instancié au niveau de la classe graphique. Donc, je devrais mettre en paramètre toutes les valeurs nécessaires, que ce soit pour la classe graphique ou bien pour la classe rectangle. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 4 paramètres dans le constructeur. Donc, x et y vont servir à initier les valeurs de x, y du graphique et je vais les utiliser comme paramètres
à l'appel du super, et L1 et L2, ce sont des valeurs qui vont être utilisées pour instancier les attributs, les valeurs des attributs. Donc, au niveau de constructeur, la première chose à faire, donc j'ai appelé mon constructeur parent avec les valeurs x et y. Et puis, donc, j'ai initialisé ma longueur et ma largeur avec les valeurs L1 et L2. Également, rectangle, c'est une forme spécifique. C'est un graphique qui a des spécificités. On a tout le nécessaire pour calculer la surface. C'est pour ça que j'ai vraiment donc redéfini la fonction surface. Et là, donc, dans la fonction surface, j'ai mis la formule qui concerne le calcul de surface, de la surface pour un rectangle. Donc, j'ai mis return longueur fois largeur. Et là, donc, la classe rectangle, elle n'est plus abstraite, elle est utilisable. Pourquoi? Parce que elle a redéfini la fonction surface. Si jamais on ne donne pas une formule à la fonction surface au niveau de rectangle, rectangle reste abstrait et je peux pas l'utiliser et je peux pas l'instancier. Passons maintenant à notre programme principal pour que je puisse donc créer et modéliser donc des simulations réelles des classes que je viens d'écrire. Donc là, j'ai créé une classe test poly 2 pour juste mettre dedans mon programme principal. Donc toujours le main dans Java s'écrit de cette façon-là, public static void main string args. Donc c'est une signature qui veut dire que c'est le programme principal. Et à l'intérieur de ce programme-là, je vais essayer de créer donc un ensemble de graphiques et voir comment notre système il va réagir. Donc, pour le faire, j'ai créé un tableau d'objets. Si vous vous rappelez, on a parlé de ça déjà. Donc, un tableau d'objets, c'est un tableau qui contient des objets au niveau de cases. Donc, chaque case, elle va englober tout un objet avec toutes les valeurs nécessaires des attributs. Donc, c'est une information complexe qu'on va mettre dans une seule case. Donc, ici, le tableau s'appelle tab. Il est de type graphique. Donc, à l'intérieur, je vais mettre des graphiques et il est de taille 6, c'est-à-dire je vais mettre dedans 6 objets ou bien je peux mettre dedans 6 objets. Donc j'ai commencé par la première instruction, donc tab de 0 égale à new graphique de 3, 2, c'est-à-dire je vais créer un objet de type graphique avec les valeurs 3 et 2, c'est-à-dire la valeur de x c'est 3 et la valeur de y c'est 2. Et l'objet ainsi créé, je vais le mettre dans la première case du tableau. Et là, cette instruction-là, elle va me générer des erreurs. Pourquoi? Parce que graphique, c'est une classe abstraite. Donc, je peux pas l'instancier directement. Je peux pas invoquer directement son constructeur via l'opérateur new ou bien via l'appel new. Donc, ici, vous voyez, puisque c'est abstraite, la classe, je peux pas l'utiliser et je peux pas invoquer son constructeur. Par contre, si je voulais instancier la classe graphique, je devrais passer par les classes descendantes qui sont les classes cercle et les classes rectangle. Donc, je vais commencer par la première case du tableau. Donc, tab de 1 égale à new cercle de 17, 3. C'est-à-dire là, je vais créer un objet de type cercle et je vais mettre cet objet-là dans la deuxième case du tableau. Et si vous vous remarquez ici, donc la classe cercle ou bien le constructeur de la classe cercle, il admet 3 paramètres qui sont 17 et 3. 10 et 7, ce sont les valeurs de x et y qui vont être transférées vers le constructeur de graphique et créer la partie graphique. Et 3, ça va être utilisé pour instancier le rayon. Et là, comme vous le voyez, pour créer déjà un objet cercle, je devais appeler le constructeur graphique et ceci se fait de façon implicite. Alors que directement, je peux pas instancier la classe graphique. Dans la case suivante, je vais mettre un objet de type rectangle et pareil aussi pour le rectangle, j'ai envoyé 4 et 7 pour initialiser x, y à partir du constructeur de graphique et j'ai mis 8 et 6 pour initialiser la longueur et la largeur du rectangle. Également, donc, pour la case suivante, je vais aussi mettre un autre objet de type rectangle avec les paramètres 8, 10 comme coordonnées de centre, 12 et 10 comme
comme longueur et largeur. Et finalement, dans la quatrième case, je vais créer un objet de type cercle avec les paramètres 8, 5, 3 et le mettre dans la case numéro 5. Bien sûr, 8 et 5, ce sont les valeurs de x et y et 3, c'est la valeur de rayon. Et comme vous le constatez toujours, en créant des objets de type descendant, je suis en train d'invoquer implicitement le constructeur parent qui est abstrait et que je peux pas l'utiliser directement et l'instancier directement. Maintenant, pour afficher ce que j'ai créé déjà en termes de graphique, donc j'ai parcouru le tableau, donc for i égale à 0, i inférieur à 5, i++, tab de i.affiche. Et là, donc vous voyez, à chaque fois, je vais appeler la fonction affiche. Donc là, tout d'abord, j'ai deux questions à vous poser. Donc la première question, normalement, le tableau, il est de type graphique. Donc, il est censé utiliser que des objets de type graphique. Et on a pris comme définition du tableau, c'est une structure de données qui contient des données homogènes, des données de même type. Alors que moi, le tableau, il est de type graphique, mais moi, parfois, j'enregistre dedans un objet de type cercle et parfois, j'enregistre un objet de type rectangle. Donc, tout d'abord, les types que je viens d'enregistrer dans le tableau sont différents par rapport au type de tableau en lui-même. Ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction, le tableau, il est hétérogène. Donc, une fois, je mets un objet de type cercle, l'autre, je mets un objet de type rectangle, ce qui n'est pas conforme avec la définition du tableau. Donc, ça, c'est la première question à vous poser. Et la deuxième question, c'est que quelle affiche je vais appeler ici? Donc, est-ce que je vais appeler l'affiche du graphique? Est-ce que je vais appeler l'affiche du cercle ou bien je vais appeler l'affiche du rectangle? Donc, je vais vous donner juste quelques instants pour réfléchir à ces deux questions-là et je vais vous répondre. Voilà, donc je voulais juste vous donner quelques instants pour réfléchir et je vais répondre maintenant. Donc, ce que je viens d'écrire, il est correct. Pourquoi? Parce que graphique, cercle et rectangle sont liés par l'héritage. Et dans un tableau, je peux mettre dans un tableau de type parent des objets de type descendant parce que, après tout, cercle, c'est un graphique. Rectangle est un graphique. Et du coup, tout ce qui est lié en termes d'héritage avec la classe graphique, je peux le mettre dans un tableau de type graphique. Et ça, donc, ce qu'on appelle le polymorphisme, ce qu'on va voir, Inch'Allah, la séance prochaine et la dernière séance de notre formation Java. Donc, ceci s'appelle le polymorphisme. C'est vrai, c'est contradictoire avec ce qu'on a appris comme définition du tableau, mais on va parler de ça donc amplement au niveau de la séance prochaine. Passons maintenant à quelle fonction affiche je vais appeler. Là, la fonction affiche, elle dépend de l'appelant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si l'appelant est un graphique, ou bien Java va désigner la fonction affiche de graphique. Si l'appelant, c'est un objet de type cercle, c'est la fonction affiche du cercle qui va être invoquée. Ici, c'est la fonction, si c'est l'appelant est un objet de type rectangle, c'est affiche du rectangle qui va être invoqué. Et c'est ça vraiment l'importance du polymorphisme, c'est que le comportement, il est choisi dynamiquement selon l'appelant. Et donc là, vous voyez, pour la première instruction, le contenu de la première case du tableau, c'est un graphique, donc c'est la fiche de graphique qui va être invoquée. Pour la case qui suit, elle contient un objet de type cercle, donc c'est affiche du cercle qui va être invoqué. Pour la case suivante, il y en a un objet de type rectangle, donc c'est affiche de rectangle qui va être invoqué. La case de suite aussi, elle est appelée par un rectangle, donc c'est la fonction affiche de la classe rectangle qui va être appelée. Et finalement, la dernière case, elle contient un objet de type cercle, donc l'appel se fait via un cercle, et donc c'est la fonction affiche du cercle qui va être exécutée. Et vous voyez ici, Java, elle accorde dynamiquement le comportement adéquat selon la nature de l'appelant ou bien selon l'objet qui fait l'appel. Voilà, donc
j'ai une question à vous poser maintenant. Et si la classe abstraite ne contient que des méthodes abstraites sans aucun champ? Donc, supposons qu'on a une classe abstraite qui ne contient pas de méthode, qui est méthode normale, c'est-à-dire c'est des méthodes sans comportement, avec comportement, qui ne contient pas des attributs. Est-ce que la définition de la classe abstraite reste valable ou bien on devra nommer autrement cette classe-là? Donc la réponse, c'est que une fois on a une classe abstraite qui ne contient que des méthodes abstraites, c'est-à-dire elle ne contient pas des méthodes normales et elle ne contient pas des attributs, cette classe abstraite-là, ça s'appelle une interface. Donc l'interface, après tout en Java, c'est une classe abstraite qui ne contient que des méthodes abstraites. Et puisque la représentation de l'interface, elle est un peu spéciale, elle est différente par rapport à une classe normale, donc normalement, on devra avoir une syntaxe différente, on devra avoir une utilisation et un intérêt différent. Donc, si une classe abstraite n'implémente aucune méthode et ne comporte aucun champ, c'est-à-dire aucun attribut à l'exception des constantes, on dit qu'il s'agit d'une interface et pas d'une classe abstraite. Donc l'interface, elle sert alors à définir des entêtes, des méthodes ainsi que des constantes. Donc vous voyez, l'interface, c'est une classe particulière qui contient, comme je le disais toujours, un catalogue des fonctions que je peux pas leur donner un comportement pour le moment. Et pourquoi il a eu donc recours ou bien les informaticiens ils ont pensé à créer les interfaces. En fait, les interfaces, elle est créée pour mettre face au problème de l'héritage multiple. Parce que vous le connaissez, en Java, on peut pas avoir deux parents. Une classe ne peut pas avoir deux parents. Je peux pas avoir de l'héritage multiple. Pourquoi? Parce que je risque d'avoir les redondances. Supposons que j'ai une classe enfant qui a deux classes parents. Si les deux classes parents, ils ont les mêmes fonctions, ils ont les mêmes attributs ou bien ils ont des attributs et des méthodes en commun, la classe fille, elle va hériter des deux côtés et du coup, elle aura en doublant les informations donc héritées. Et là, donc, pour faire face à ce problème-là, les gens, ils ont pensé à conserver une liaison d'héritage, c'est-à-dire conserver un des parents et l'autre parent, et on va le transformer en une interface, en une classe qui contient juste les différentes méthodes que la classe descendante, elle peut hériter et redéfinir. Et comme ça, on va éliminer la redondance des données qui va être héritées et on va essayer de mettre fin au problème de l'héritage multiple. Donc, une interface est plus importante qu'un simple cas particulier des classes abstraites. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, une classe pouvait implémenter plusieurs interfaces, mais une classe ne peut dériver qu'une seule classe abstraite. Donc, vous voyez, l'interface ici, elle est plus importante parce qu'une classe, elle peut utiliser plusieurs interfaces en même temps. Donc, je peux faire passer à une classe plusieurs traitements dans divers interfaces, mais je peux pas lui faire hériter plusieurs classes en même temps. Ça, c'est la première chose qui rend les interfaces plus importantes. La deuxième chose, c'est que la notion d'interface complète la dérivation, mais ne la substitue pas, comme je le viens de dire tout à l'heure. Si on a de l'héritage multiple, on va pas supprimer l'héritage, on va le garder dans une partie. On va garder un parent, mais on va transformer l'autre en une interface pour que je puisse le lier avec la même classe. Et là, donc, vous voyez, la dérivation et la notion d'interface sont complémentaires. Bien sûr, ici, les interfaces peuvent être héritées. Je peux avoir une interface qui hérite de l'autre et je peux avoir plusieurs interfaces qui héritent de plusieurs autres interfaces. Et donc, la notion de l'héritage qu'on a vu sur les classes reste exécutable ou bien reste valable pour la notion d'interface avec les mêmes concepts et les mêmes sémantiques et même c'est la même syntaxe. Donc une classe fille peut implémenter plusieurs interfaces. Ça, c'est très bien, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces en même temps. Elle peut même réimplémenter une interface déjà implémentée par sa classe mère. Et là, il fallait très bien expliquer ce concept-là. Donc, supposons qu'on a une interface, d'accord,
ou bien on a deux interfaces, une interface 1 et une interface 2. Et on a une classe mère et une classe descendante. Donc la classe mère, elle implémente l'interface 1. D'accord? Et la classe fille, elle implémente l'interface 1 et l'interface 2. Et lorsque je dis implémente, c'est-à-dire elle utilise. D'accord? Elle va se bénéficier des différentes fonctions abstraites qui sont définies au niveau de l'interface. Et donc, la classe mère, puisqu'elle implémente l'interface 1, c'est que la classe mère, elle va redéfinir toutes les fonctions de l'interface 1. Et ces redéfinitions-là vont être implémentées ou bien héritée par la classe fille. Donc la classe fille déjà, elle a une version de redéfinition de l'interface 1. Mais la classe fille en elle-même, elle implémente l'interface 1 et l'interface 2. Pour l'interface 2, il n'y a pas de problème parce que déjà, il n'est pas implémenté par le parent. Donc la classe fille, elle va donner des définitions à sa guise à toutes les fonctions qui existent au niveau de l'interface 1. Au niveau de l'interface 2, pardon. Mais le problème réside au niveau de l'interface 1, qu'elle l'a déjà hérité depuis son parent et qu'elle devra la redéfinir. Donc, normalement, j'aurai un doublon ici. J'aurai la même définition des mêmes fonctions d'une même interface qui sont héritées et implémentées en même temps. Et là, faites très bien attention, il ne s'agit pas de la redondance. Pourquoi? Parce que la mère, elle a donné une définition, ou bien la classe mère, elle a donné une définition qui le convient des différentes fonctions qui existent dans l'interface 1 et elle l'a transféré à sa classe descendant, mais la classe descendant, à part cette redéfinition héritée, elle va aussi redéfinir à sa guise les mêmes fonctions et elle va donner donc un autre comportement aux fonctions qui existent au niveau de l'interface 1. Et du coup, au niveau de la classe descendant, on aura un comportement qui a été hérité depuis la classe parente et on a un comportement différent qui est développé ou bien qui est défini par la classe en elle-même. Il n'y a plus de redondance. Bien sûr, l'utilisation des variables de type interface est possible, tel que le cas des objets. Donc, puisque je peux instancier la classe et créer une variable de type objet, également pour l'interface, je peux créer un objet de type interface. Et voilà ici donc une illustration qui va nous montrer comment on peut manipuler les interfaces. Donc ici, donc l'interface, elle est publique. Donc pour dire que je viens de développer une interface, je devais commencer par le mot-clé interface, qui est ici écrit en rouge. Et puis je devrais donner le nom de l'interface. Donc ici, j'ai nommé mon interface, exemple interface. Donc cette interface-là, elle contient deux fonctions qui sont abstraites. Comme vous le voyez, je donne que la signature et je suis pas censé donner un corps aux fonctions. Donc la fonction, l'interface exemple interface, elle contient déjà deux fonctions. La fonction f qui admet un paramètre n et la fonction g qui n'admet pas de paramètre. Et les deux, elles ne retournent rien. Donc, si vous vous remarquez ici, devant les fonctions f et g, j'ai pas mis qu'ils sont abstraites. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans l'interface et Java comprend très bien que une fois je suis en train d'implémenter une interface ou bien de développer une interface, c'est que ce qui existe dedans, ce sont des fonctions abstraites qui n'ont pas de corps parce que l'interface, après tout, c'est un catalogue qui contient une liste des méthodes abstraites. Donc, toutes les méthodes d'une interface doivent être abstraites et l'insertion du mot abstract et du modificateur de visibilité n'est pas obligatoire parce que il va être déduit depuis Java. Maintenant, pour qu'une classe utilise les interfaces et pour qu'une classe devra ou bien aura la main d'accéder aux différentes fonctions qui ont été déclarées abstraites et les utiliser, on devra utiliser le mot-clé implement. Implement, il est analogue au mot extend, sauf que extend, il est utilisé pour l'héritage et implement, il est utilisé pour les interfaces. Donc, lorsque je dis une classe, elle implémente l'interface, c'est que cette classe-là, elle est liée avec l'interface et elle est obligée de redéfinir toutes les fonctions qui sont abstraites au niveau de l'interface. Et si la classe, elle arrive à définir toutes les méthodes qui sont abstraites au niveau de l'interface, donc la classe, elle est normale, je peux l'instancier et l'utiliser. Mais si la classe qui implémente une interface n'arrive pas à définir toutes les fonctions abstraites qui sont définies
définies dans l'interface. Entre autres, il reste des méthodes abstraites dans l'interface qui ne sont pas définies au niveau de la classe. Donc, cette classe-là, elle est considérée abstraite et je peux pas l'instancier. Donc, voilà un exemple illustratif. Donc là, j'ai défini une première interface qui s'appelle interface 1. Ensuite, j'ai défini une deuxième interface qui s'appelle interface 2. Et puis, j'ai défini une classe A qui implémente les deux interfaces. Donc, interface 1 et interface 2. Donc, cette classe-là, elle est obligée à redéfinir toutes les fonctions qui existent au niveau de l'interface 1 et toutes les fonctions qui existent au niveau de l'interface 2. Si au moins une des méthodes n'est pas redéfinie, dans ce cas-là, la classe A, elle est considérée abstraite. Donc, pour indiquer qu'une classe utilise une interface, il fallait utiliser le mot-clé implement au niveau de la classe. Passons maintenant à un exemple explicatif de l'implémentation des interfaces par les classes. Donc ici, je viens de définir une interface affichable. Donc l'interface, elle s'appelle affichable et elle a une seule fonction qui s'appelle affiche. Là, bien sûr, affiche, c'est une fonction qui ne retourne rien et qui est déclarée abstraite parce que je suis dans le contexte des interfaces. Et là, donc, on peut dire que toute classe qui implémente l'interface affichable devra donner un corps à la fonction affiche. Également, j'ai pas mis le mot abstract devant la fonction affiche parce que je suis dans le contexte des interfaces et Java comprend très bien que si on est dans une interface, toutes les fonctions qui sont déclarées dedans sont des fonctions par défaut abstraites. Donc, la fonction affiche qui existe au niveau interface doit être redéfinie par toute classe qui implémente l'interface. Et là, je vais commencer par la classe entier. Donc, la classe entier, elle implémente affichable et on a dit déjà que pour utiliser une interface, il fallait écrire implement. Et là, donc, cette fonction, cette classe entier-là devra obligatoirement donner un corps à la fonction affiche, sinon la classe entière, elle est déclarée abstraite parce que elle implémente une interface et elle ne redéfinit pas les fonctions existantes. Donc, cette classe-là, elle a comme attribut l'attribut val qui est de type entier et qui est privé. Et bien sûr, puisqu'on va implémenter une classe et qu'on va l'utiliser à travers l'instanciation, donc je devrais définir les différents constructeurs de la classe. Donc, en fait, ici, j'ai défini le constructeur paramétré et ce constructeur-là, bien sûr, il est public pour que je puisse créer des objets de type entier. Il admet un seul paramètre qui est le n et cette valeur-là ou bien ce paramètre-là va servir comme étant une valeur d'initialisation de l'attribut val. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, la classe entière, elle devra redéfinir la fonction affiche et là, la fonction affiche, elle va nous juste afficher que le message suivant. Donc, je suis un entier de valeur et je vais concaténer ce message-là avec la valeur. Et là, je peux dire que la fonction affiche, elle va nous renseigner la catégorie ou bien la nature de la valeur et puis elle va nous afficher la valeur qu'on a mis dans l'attribut val. Également, je vais définir une autre classe flottant et cette classe à son tour, elle implémente l'interface affichable et là, vous voyez, on a le cas où deux classes, ils implémentent la même interface et chacun, il va définir à sa guise, à sa façon, les fonctions qui sont déclarées abstraites au niveau de l'interface et chaque classe, elle va donner un comportement particulier à la fonction ou bien aux différentes fonctions qui sont déclarées abstraites au niveau de la classe. Donc, bien sûr, cette classe-là, puisqu'elle est nommée flottant, c'est qu'elle va contenir des réels et c'est pour cette raison-là que l'attribut val de la classe flottant, c'est une valeur réelle et qui est aussi déclarée privée. Bien sûr, je devrais déclarer le constructeur de notre classe, donc le constructeur de flottant, c'est un constructeur paramétré, donc il admet comme paramètre une valeur de type réel et cette valeur-là, elle va servir comme étant une valeur d'initialisation de l'attribut val. Bien sûr, je devrais afficher ou bien redéfinir la fonction
affiche qui a été mentionnée au niveau de l'interface affichable pour que je puisse déjà instancier la classe flottant et se bénéficier de son comportement. Et là, donc, la fonction affiche, elle est définie selon le contexte de la classe flottant. Donc, elle va nous afficher que je suis un flottant de valeur et elle va nous afficher la valeur. Et vous voyez ici, pour la classe entier, c'est un affichage qui renseigne que c'est une classe des entiers. Et pour le flottant, c'est un affichage qui mentionne que la valeur, c'est un réel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le but pour vous faire montrer que l'interface, lorsqu'elle est implémentée par plusieurs classes, on n'aurait pas le même contexte, on n'aurait pas le même comportement, on n'aura pas la même définition des fonctions. Donc chaque classe, elle va redéfinir à sa guise, elle va redéfinir à sa façon les différentes fonctions qui sont déclarées abstraites au niveau de la classe. Maintenant, il est temps pour initialiser les objets de type entier et flottant et voir le comportement de ce code-là. Donc, je vais commencer par public class test interface. Donc là, c'est une classe de test dans laquelle j'ai juste donc déclaré mon programme principal. Là, j'ai déclaré un tableau de type affichable pour vous faire montrer qu'on peut déclarer un tableau de type interface et je vais mettre dedans des objets de type classe qui implémentent l'interface et c'est faisable. Et ce phénomène-là, il est dit le polymorphisme qu'on va le voir, Inch'Allah, durant la séance prochaine. Donc, vous voyez un tableau, il est de type affichable, il est de type interface et nous, dans ces cas, on va mettre des objets de type classe entier et classe flottant. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les données de la classe ne sont pas homogènes, elles sont hétérogènes, qui fait contradiction avec la définition des tableaux qui dit qu'un tableau, c'est une structure de données qui englobe des données de nature identique ou bien des données homogènes. Donc, la définition, elle reste valable, sauf pour le cas de polymorphisme qu'on va le détailler comme je disais tout à l'heure durant la séance prochaine. Donc, voilà. Donc, le tableau tab, il contient deux cases. Dans la première case, je vais mettre un objet de type entier avec la valeur 25. Donc là, je vais initialiser l'objet de type entier avec la valeur 25. Entre autres, l'attribut val, il va prendre 25. Et la deuxième case du tableau, elle va contenir un objet de type flottant. Et dans cet objet-là, on va mettre la valeur 1.25. Et donc, au moment de la construction de l'objet, on va donc initialiser la valeur val par 1,25. Ensuite, je vais appeler la fonction affiche. Et là, on a expliqué le phénomène déjà. On a dit qu'on a écrit la fonction affiche deux fois. Juste ici, il me manque les parenthèses parce que c'est une fonction qu'on appelle, donc il fallait ajouter les parenthèses. Donc là, on a mis deux fois la fonction affiche et la question qui se pose, quelle affiche on va appeler? Est-ce que l'affiche de la classe entier ou bien l'affiche de la classe flottant? Et la réponse, elle est assez simple. Toujours, Java détecte automatiquement la fonction à afficher selon la nature de l'appelant. Et du coup, dans la première case du tableau, on a mis un entier, donc l'objet c'est un entier ou bien elle appartient à la classe entier, donc affiche qui a été appelée avec la case numéro ou bien d'indice 0 du tableau, elle va donc exécuter la fonction affiche de la classe entier. Également pour la case suivante du tableau, la case d'indice 1, donc dedans on a mis un objet de type flottant et donc l'affiche qui va être exécutée, c'est l'affiche qui existe au niveau de la classe flottant. Et ceci, ce qui vraiment explique l'affichage qu'on aura si on va exécuter ce code-là. Donc, pour la première affiche, on va trouver je suis un entier de valeur 25. Donc, c'est affiche de la classe entier qui a été exécutée. Et la valeur 25, elle a été mise dans l'attribut val de la classe entier. Et pour le deuxième affichage, je suis un flottant de valeur 1,25. Donc, c'est l'affiche de la classe flottant qui a été invoqué ou bien qui a été exécuté et donc l'objet flottant qui a été créé, donc il aura 1,25 dans la valeur de son attribut.
Passons maintenant à l'utilisation des constantes au niveau des interfaces. Donc là, je vous rappelle, une constante, c'est une variable qui ne change pas de contenu tout au long de l'exécution du programme ou bien de l'utilisation de l'application. Lorsque je dis c'est une variable de type constante, parce que déjà, variable, c'est une case mémoire. Et donc, la constante, c'est une case mémoire qui est réservée par le programme et qui contient déjà donc une valeur qui ne change jamais tout au long de l'utilisation de notre programme. Pareil, lorsqu'on a défini les interfaces, on a dit que l'interface est une classe abstraite, mais qui ne contient ni attributs ni méthode normale ou bien classique, mais elle contient juste une liste de fonctions abstraites. Mais on va ajouter à ceci que au niveau des interfaces, on peut déclarer des constantes et uniquement des constantes. Et donc, on va dire que la classe abstraite, l'interface, c'est une classe abstraite qui contient juste des fonctions abstraites et des constantes. Donc, une interface peut contenir des constantes qui seront accessibles à toutes les classes qui implémentent l'interface. Donc, en fait, toute classe qui implémente l'interface, elle a le droit d'accéder à la constante qui est déclarée dedans et utiliser son contenu. Et bien sûr, puisque c'est une variable partagée par toutes les classes qui utilisent l'interface, donc on va dire qu'on va utiliser la même copie de la constante et du coup, cette constante-là devra être déclarée statique. Donc voilà la syntaxe. Donc ici j'ai défini la fonction interface qui s'appelle i. Donc i c'est une interface. L'interface elle est publique donc je peux l'utiliser de n'importe quelle classe. Donc cette interface i elle contient déjà deux fonctions f et g qui sont des fonctions abstraites. Donc la fonction f elle ne retourne rien et elle admet un seul paramètre de type entier qui est le n. La fonction g, elle n'admet aucun paramètre et elle ne retourne rien également. Et à ceci, on a ajouté la constante max. Donc, en fait, pour déclarer une constante au niveau d'une interface, bien sûr, on devra lui donner un nom et une valeur, ça c'est trivial. On devra lui donner un type aussi, ça c'est obvious, c'est standard. On le met toujours dans tous les programmes. Mais ce qui est donc un peu nouveau, c'est qu'on devra mettre le final parce que en Java, pour déclarer une constante, on devra utiliser le final. Et là, je vais ouvrir des petites parenthèses concernant le final parce que le final, lorsqu'elle est déclarée devant une variable, la variable se transforme en une constante. Et lorsqu'elle est mise devant une classe, c'est que cette classe ne peut jamais être héritée ou bien modifiée. Et là, donc, ce qui est aussi nouveau, c'est le mot statique. Pourquoi? Parce que si on ne met pas statique, chaque classe qui va utiliser l'interface, elle aura une copie de la constante. Or, nous voulons utiliser la même constante, la même copie pour toutes les classes. Donc, on va partager la même variable pour qu'elle sera utilisée pour toutes les classes qui implémentent l'interface. C'est pour ça qu'on va ajouter le mot statique. Et là, donc, les constantes déclarées sont toujours considérées comme statiques et finales. Finales, on ne peut pas changer leur contenu. Ça y est, c'est une constante qui vaut telle valeur et je ne peux plus changer. Et statique, c'est-à-dire c'est une constante de classe. C'est-à-dire toutes les classes qui vont utiliser cette variable-là, ils vont partager la même copie. On n'aura pas des copies pour chaque classe qui implémente l'interface. Je vais passer maintenant aux interfaces et dérivations parce que, comme je vous ai dit au départ, interface et dérivation ou bien interface et héritage, ce sont deux notions complémentaires. L'interface ne va pas négliger l'utilisation de l'héritage. D'ailleurs, donc, il est primordial dans toute application orientée objet d'utiliser de l'héritage. Donc, mais l'héritage, il ne peut pas être défini uniquement que entre les classes, mais je peux définir de l'héritage entre les interfaces. Donc, je vais commencer de vous divulguer ou bien de vous expliquer le fait d'utiliser de l'héritage et des interfaces en même temps. Donc, l'interface est indépendante de l'héritage. Il n'y a aucune liaison entre l'implémentation d'une interface et l'héritage donc d'une classe. Donc, une classe phi peut implémenter une ou plusieurs interfaces.
interface, il n'y a aucune contradiction. Et d'ailleurs, la classe fille et la classe parent peut les deux implémenter la même interface et on n'aura pas de contradiction au niveau de notre code. Et voilà un exemple illustratif. Donc là, je vais définir une interface 1. Donc elle contient bien sûr une liste des méthodes abstraites. Également, je vais définir une interface 2. L'interface 2 également, elle contient un catalogue de fonctions abstraites. Bien sûr, ces interfaces-là devront être utilisées par des classes pour qu'on puisse donner des définitions aux différentes méthodes qui ont été signalées au niveau des interfaces. C'est pour cette raison-là que je vais définir la classe A. La classe A, elle implémente l'interface 1. Donc, la classe A, elle est censée définir toutes les fonctions qui existent au niveau de l'interface A. Autrement dit, la classe A, elle devra donner un corps à toutes les fonctions qui existent au niveau de l'interface A. Ensuite, je vais définir une classe B qui hérite la classe A. Et du coup, la classe B, elle va hériter tout le comportement. Entre autres, la classe B, elle va hériter toutes les définitions des méthodes de l'interface A. Mais la classe B, à son tour, elle implémente l'interface 1 et l'interface 2. Donc, pour l'interface 2, il n'y a pas de problème parce que juste la classe B, elle va redéfinir les fonctions qui existent au niveau de l'interface 2 et donner un corps à toute fonction existante. Le problème, c'est au niveau de l'implémentation de l'interface 1 parce que la classe B, elle hérite déjà les méthodes de l'interface 1 depuis la classe parente A. Donc, si elle va redéfinir les fonctions, elle aura normalement de la redondance au niveau des méthodes. Mais non, ici, il n'y a pas de redondance. Pourquoi? Parce que B, elle va hériter les corps, la définition de corps, ou bien la définition des fonctions qui étaient définies par A, mais à son tour, elle va donner des définitions différentes des différentes méthodes de l'interface A. Et du coup, pour chaque méthode de l'interface A, elle aura deux comportements différents au niveau de la classe B. Un comportement qui a été hérité par la classe A et un comportement qui a été défini par la classe B en elle-même. Et c'est selon le contexte de développement et selon le contexte d'appel des méthodes. Donc, Java va détecter quelle version de fonction on va appeler ou bien on va exécuter. Donc, également, les interfaces peuvent hériter l'une l'autre. Donc, en fait, on peut appliquer un héritage entre les interfaces. Et là, l'héritage, il aura le même contexte que l'héritage entre les classes. Et voilà donc un exemple. Donc, il est possible de déclarer une interface comme une généralisation d'une autre en utilisant le mot-clé extends. Donc, extends pour indiquer qu'il y en a de l'héritage. Donc, et voilà ici un petit exemple. On a l'interface 1, donc c'est une interface qui contient une fonction f. La fonction f, elle ne retourne rien et elle admet n comme paramètre et elle a une constante max qui vaut 100. Et puis, je vais définir une interface 2. Donc, on va dire que l'interface 2, elle hérite de l'interface 1 et elle a comme contenu une fonction g qui ne retourne rien et qui admet un seul paramètre de type entier et qui contient déjà une constante min qui vaut 10. Et là, donc l'interface 2, à part la fonction g et la constante min, elle a comme contenu la fonction f et la constante max. Et du coup, toute classe qui implémente l'interface 2, elle a l'accès à max et f sont implémentés l'interface 1. Pourquoi? Parce que déjà l'interface 2, elle hérite de l'interface 1. Et lorsque je dis l'interface 2, elle hérite de l'interface 1, entre autres l'interface 2, elle hérite f et max. Entre autres, f et max peuvent être utilisés par l'interface 2. Et du coup, toute classe qui implémente l'interface 2, elle peut manipuler max et utiliser f sans implémenter l'interface 1 parce que déjà, elle implémente l'interface descendante de l'interface 1. Et donc, on peut dire que cette phrase-là, ou bien cet héritage-là, il peut être écrit de cette façon-là.
On va tout court définir une interface 2 et l'interface 2 contient les fonctions f et g et qui contient les deux constantes min et max. Donc, on va dire que extends, elle peut être remplacée par cette écriture-là. Et on peut dire même que l'extends, c'est comme si on est en train de fusionner le contenu de deux constantes liées par l'héritage. Mais parfois, on a des problèmes si on va utiliser plusieurs interfaces au niveau d'une même classe. Et voilà donc une illustration. Donc là, on a une interface 1. Cette interface 1, déjà, elle contient une fonction f qui admet un paramètre qui est de type entier et qui ne retourne rien. Et elle a une fonction g qui ne retourne rien et qui n'admet pas de paramètres. Également, je vais définir une interface 2. Donc, l'interface 2, à son tour, elle a une fonction f qui ne retourne rien, mais la fonction f de l'interface 2, elle admet comme paramètre un réel. Et également, elle possède une fonction g qui n'admet aucun paramètre et qui ne revient rien. Donc, ce sont deux interfaces indépendantes. Ils ne sont pas liés par l'héritage. Donc, si je vais développer ces deux interfaces-là, j'aurai aucun problème. Le problème réside où? Si je vais implémenter les deux interfaces par une même classe. Donc voilà, classe A implémente interface 1 et interface 2. Donc là, la classe A, elle va redéfinir les fonctions f et g de l'interface 1 et il va redéfinir également les fonctions f et g de l'interface 2. Et c'est obligatoire. Donc, pour la fonction f, il n'y a pas de problème parce que on n'a pas la même signature. Donc, la classe A, elle va donner un corps à la fonction f de l'interface 1, sachant que cette f-là, elle admet un entier en paramètre et elle va définir encore la fonction f, mais cette fois-ci, la fonction f, elle admet comme paramètre un réel. Et on va dire que les deux fonctions f vont être surchargées et on a parlé de ça déjà. Et comment Java, elle va faire la distinction si on va appeler la fonction f, et c'est selon la nature de la valeur passée en paramètre. Donc, si on va mettre en paramètre un entier, c'est que la fonction f de l'interface 1 qui est concernée. Si je vais appeler la fonction f avec un réel, c'est que la fonction f de l'interface 2 qui est concernée. Le problème au niveau de la fonction g. Parce que A, elle devra implémenter deux fois la fonction g, sachant que g, elle a la même signature au niveau de l'interface 1 et au niveau de l'interface 2. Et là, il y aura une confusion et Java ne peut pas distinguer les versions. Pourquoi? Parce que les deux fonctions G vont se comporter de façon différente, mais ils ont la même signature. Donc, si je vais appeler G, je vais l'appeler toujours de la même façon parce que G n'admet pas de paramètres et elle ne retourne rien dans les deux interfaces. Donc, Java ne peut pas distinguer quelle version de la fonction G je suis en train d'appeler. Et là, je dis qu'on a un conflit de nom de fonction. Et pour éviter ce genre de problème, si vous avez des fonctions qui ont le même nom au niveau des interfaces différentes et que vous êtes censé implémenter ces interfaces-là par une même classe, vous devez soit changer la signature, soit changer le nom de fonction. C'est-à-dire soit penser à la surcharge des fonctions, soit changer carrément le nom de la fonction pour ne pas avoir des conflits de nom au niveau des interfaces que vous êtes en train d'utiliser. Donc voilà, chers étudiants, on est arrivé à la fin de cette sixième séance de formation Apprenez à programmer en Java. Donc un petit récap, un petit résumé sur ce qu'on a vu déjà. Donc je vous rappelle qu'on a commencé à parler donc de les classes abstraites. On a dit que les classes abstraites, ce sont des façons pour exprimer des classes là où il y en a des comportements qui ne sont pas définis. Donc là où vous avez des fonctions que vous pouvez pas utiliser ou bien que vous pouvez leur donner un corps, vous devez penser à les déclarer abstraits. Et bien évidemment, les classes abstraites devront être munies d'un héritage pour qu'on puisse les utiliser et les instancier. Une classe abstraite est une classe qui contient au moins
une fonction abstraite et on a dit que toute classe qui devra implémenter cette classe-là ou bien qui devra hériter de cette classe-là, elle devra redéfinir les fonctions abstraites pour qu'on puisse l'utiliser et l'instancier. Une classe fille qui ne définit pas toutes les méthodes abstraites au niveau d'une classe, au niveau de l'héritage, donc à son tour, elle est dite abstraite et je ne peux pas l'utiliser. Et puis, donc, on a dit que toute classe abstraite qui ne contient aucun attribut et aucune fonction complète qu'il y a encore, elle est dite une interface. Et l'interface, elle est venue pour mettre fin au problème de l'héritage multiple en Java qui est interdit. Donc l'interface, c'est un catalogue de fonctions abstraites et de constantes. Donc, les classes qui veulent utiliser une interface, ils doivent l'implémenter et donner un corps à toutes les fonctions qui existent dans l'interface. Bien sûr, l'interface et l'héritage, ce sont deux notions très poussées en orienté objet et ils sont complémentaires, c'est-à-dire on ne va pas nier l'existence de l'héritage parce qu'on va utiliser l'interface ou bien le contraire, non. Et d'ailleurs, on peut avoir des interfaces liées par l'héritage. On peut avoir des classes héritées liées par l'héritage pardon, et qui utilisent des interfaces ainsi de suite. Et donc, puis on a vu le problème de conflit d'accès ou bien de conflit entre les noms des fonctions au niveau des interfaces qu'on implémente par une seule classe. Donc, j'espère que tout est clair. J'espère que j'ai été efficace. J'espère que vous avez pu assimiler donc toutes les notions qu'on a vues tout au long de cette vidéo-là et de cette séance-là. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est notre dernière séance de la formation. Donc, on va consacrer une petite partie pour parler de polymorphisme. C'est la dernière notion de base de l'orienté objet. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est la polymorphisme et à quoi il sert. Et puis, donc, on va clôturer la formation par un atelier qui porte, atelier pratique bien sûr, qui porte sur toutes les notions qu'on a vues au niveau de la formation, toutes les notions de base, toute la syntaxe qu'on a manipulée en Java. Donc, je vous souhaite une bonne révision et à une prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.